aujourd'hui on est avec Greg. Ouais. C'est ça, Grégory? Grégory, ouais. Donc là on a eu le temps de se parler un peu avant l'interview. Tu nous disais en antenne que si jamais la France gagnait demain, tu te faisais un tatouage Benjamin Pavard sur le torse. Un gros tatouage. Est-ce que tu confirmes? C'est confirmé, en bleu, blanc, rouge. Et ben on verra demain. La vidéo sortira après le match, donc a priori on pourra te revenir vers toi. Ah, bah, mon histoire, moi, a commencé, comme tous à l'ESSEC, moi j'ai fait les psys. Je suis rentré dans les psys en 80, je me rappelle plus, 98. Ah bah 98 on s'en rappelle. C'était une bonne année, hein, parlant de foot. Et voilà, en 4 ans en fait, moi mon but c'était vraiment de venir habiter aux US. Et la seule façon que je voulais faire ça, c'était de faire une école de commerce et d'essayer d'avoir un échange à un moment donné aux US. Donc j'ai fait cette école de commerce et j'ai fait un échange à San Jose en fait, qui est en Californie du Nord. Ok. Cet échange, c'était un an d'études, c'était extraordinaire, une immersion complète dans une université américaine. Mon coloc, c'était Nicolas Cumenti, et j'ai appris que vous lui avez... Qui était à ta place il y a 2-3 semaines. Vous avez vu cette fripouille il y a 2-3 semaines à San Francisco. Cette fripouille. Et donc, canaille. Canaille, voilà. Ah Nico. Et donc, voilà, donc Nico et moi, on est tombés amoureux de la Californie. On n'est pas tombés amoureux tous les deux, mais on est tombés amoureux de la Californie. Vous n'êtes pas de la jaquette. Voilà, mais on est tombés amoureux en fait de 2 filles, hein, qui nous ont un peu fait rester ici, quoi, voilà. D'accord. Donc en fait, moi j'ai fait cet échange et ensuite j'ai fait un stage de 6 mois dans un grand magasin qui s'appelle Neiman Marcus. Donc moi j'avais un peu une expérience grand magasin à Paris, je travaillais au printemps dans mes heures libres. Et c'était une industrie qui m'intéressait, c'était le retail, les grands mags, voilà. Tu vas pouvoir en parler avec Alex qui est chez Decathlon. Ah bah ouais, mais j'ai fait Decathlon à San Francisco d'ailleurs. Donc j'ai fait mes 6 mois de stage pour Neiman Marcus. Ici, en tant que responsable d'un petit département. Et je vendais des chocolats, je vendais des... Ah bah ça tu vas pouvoir en parler avec Alex aussi. Je vendais des paniers pour Noël, etc. En fait, j'étais en charge d'un petit département pour Noël, quoi. Voilà, c'était leur département de Noël. J'avais 22 ans, quoi. D'accord. Et à partir de là, très formateur. Moi, je suis rentré en France me faire diplômer. Et ensuite, j'ai trouvé un job à la Samaritaine à l'époque. D'accord. Voilà. C'était encore ouvert? La Samaritaine, c'était ouvert. J'ai travaillé à la Samaritaine de 2002 à 2005, date de fermeture du magasin. Et je suis, voilà, j'ai fait mes 3 ans de Samaritaine et ensuite je suis venu aux US parce que j'avais une copine ici et je voulais absolument revenir ici. Je me réveillais tous les matins avec une envie, c'était de repartir. Et j'ai débarqué ici sans visa en fait. Ah d'accord. Voilà, sans visa, j'avais des contacts. À l'italienne. Voilà, la italienne, la mexicaine, comme Dieu. Je suis arrivé ici j'avais quelques contacts, et dont un contact qui était à New York, qui s'appelait, je ne vais pas dire son nom parce que je n'avais pas de visa, mais qui gérait une boîte de parfum, qui s'appelle l'Artisan Parfumeur. Et, salut Didier, on salue. Et donc, qui m'a dit, écoute, si tu veux bosser pour moi aux US, tu peux. Mais moi, j'ai pas de gros boulot. Voilà, tu peux aller bosser à Los Angeles à un comptoir dans un grand magasin qui s'appelle Barney's, qui est à Beverly Hills, qui est un très beau grand magasin à Beverly Hills. Et tu commenceras comme ça, quoi. Je dis, bah, ok, bon, j'ai tout essayé, j'ai essayé toutes les possibilités. Je pars là-dessus. Et donc, je suis arrivé ici en juin 2005. Et quelques semaines après, j'ai été bosser comme ça, à Los Angeles, dans un grand magasin, derrière un comptoir, une journée par semaine, sans visa. Et je faisais des facturations, je facturais la boîte sur des heures de travail, quoi. Donc voilà. Et quelques mois après, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je résoudre cette situation rapidement. Et je ne pouvais pas avoir de visa avec l'Artisan Parfumeur, donc je me suis marié avec ma copine en fait sur un coup de... Pas un coup de tête, on était ensemble depuis très longtemps, mais on s'est marié à Las Vegas avec Elvis Presley. Oh non. Voilà. Et d'ailleurs, d'accord, donc ça c'est très fort. Et puis assez rapidement, je suis devenu responsable du comptoir à Los Angeles, puis régional sur Los Angeles pour l'Artisan Parfumeur.
Et ensuite, je me suis occupé du développement de la marque avec Neiman Marcus. Donc ça, c'était de 2005 à 2008. Et je me suis vraiment monté cette expérience de retail ici aux US en s'occupant des boutiques. Que l'artisan parfumeur avait 3 boutiques à New York, on avait un réseau de grands magasins, etc. Et en 2008, j'ai voulu monter ma propre structure. Et donc, je me suis dit, moi, je vais monter ma boîte et puis je vais importer les produits de France. Et donc, j'ai fait ce petit bonhomme de chemin pendant 3 ans. J'avais aucun cash flow, j'avais aucun fond. C'était la galère. Ouais, c'était la galère. C'était vraiment fait un peu à la bricole. Mais j'ai ouvert une 30aine de comptes. Ça a marché 2-3 ans et puis c'est plus devenu viable à partir d'un moment donné où l'euro était beaucoup trop cher. J'avais des coûts de transport élevés, etc. Et puis j'étais surtout pas prêt financièrement. Et donc là, j'ai vécu une période de grosse galère. Donc là, vous avez vraiment toute ma vie. Le trou noir. Ouais, le trou noir. J'ai divorcé, j'ai perdu pas mal de fric par rapport à cette histoire. Je me suis retrouvé un peu face au mur, quoi. Et puis un peu me disant, bon, je vais prendre une année, je vais aller surfer, je vais aller bosser avec des potes. Et j'ai mes 2 meilleurs amis ici qui en fait travaillent sur des marchés. Donc, les marchés en Californie, aux US, c'est un peu différent de chez nous. Les marchés, tu y vas pour manger en gros. Et donc ça, ce sont des amis qui se sont lancés il y a 10-15 ans. Donc un fait des panini et l'autre fait des crêpes. Et c'est des types qui gagnent très très bien leur vie en faisant ça. Donc je les ai aidés pendant un an, voilà. Et puis pendant un an, j'ai fait des panini sur des marchés. Puis je me suis dit quand même, t'as fait une école de commerce, t'as quand même t'as une expérience, enfin tu vois, t'as quand même un autre avenir que dans les sandwichs, mon gars. Ouais. Donc j'ai dû retourner en magasin. Voilà, j'ai été bosser pour Montblanc pendant un an, dans un magasin Montblanc, et j'étais vendeur de stylo Montblanc. T'as eu 15 vies en fait. Voilà, j'ai pas mal de vies déjà en même temps. Et donc pendant un an, tu sais, quand t'es aux US, c'est aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que tu auras 15 vies. Tu auras vraisemblablement beaucoup de vies. Tu auras beaucoup de chance si du début à la fin, tu vas faire la même chose. Voilà, les choses changent assez rapidement ici. Et donc, j'ai fait un an de vente en magasin et ça m'a vite saoulé parce que j'ai vite réalisé ce que c'était d'être vendeur, d'avoir un manager qui foutait rien, qui se reposait sur ses équipes. Et je me suis dit, moi, je veux progresser dans le groupe Richemont et je veux y arriver. Je veux passer de vendeur à régional chez Richemont. Ouais, je vais vous dire, c'est impossible, la mobilité n'existe pas à ces niveaux-là. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se passait ailleurs. Et d'ailleurs, en reparlant de Nicolas Cumenti, j'étais un soir dans un bar ici à San Diego à fêter un anniversaire et j'ai un coup de téléphone de Nico qui m'appelle mais 10 fois de suite. Et qui me dit à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, Nico? Et en fait, il me dit, j'ai trouvé un job pour toi, un job en or, et cette marque qui s'appelle Diptyque, qui fait des bougies entre autres et qui cherche un régional pour la Californie. Ah, je me suis dit, ouais, c'est vrai que là, ça me correspond pas mal. J'ai activé mon réseau et le lendemain, j'avais un entretien et une semaine après, en fait, j'ai décroché le job chez Diptyque. Et donc aujourd'hui, chez Diptyque, je m'occupe d'un des plus gros compte au monde, en fait. C'est un grand magasin américain qui s'appelle Nordstrom. Je ne sais pas si vous connaissez. Nordstrom, c'est une chaîne de grands magasins américains. Il y a 125 magasins. C'est un peu un genre de printemps, appelez ça. Okay. C'est mieux que Macy's, c'est un peu moins bien que Neiman Marcus. Donc voilà, c'est un peu le genre de magasin où on a lancé une marque niche. En fait, on est les premiers à lancer une marque niche en beauté pour Nordstrom. Et ça a fonctionné. On a commencé avec 4 magasins. Ouais. On s'est étendu dans 75 magasins. Donc c'est un business qui est devenu un très gros business, vu que c'est devenu le premier client de la marque au monde. Et je m'occupe en gros du développement de Nordstrom et de Diptyque aux US. Sur tout le pays, pour tous les magasins, et plus particulièrement pour la côte ouest. Et la côte ouest, ça va du Mexique, où on a des comptes à Mexico City, jusqu'au Canada en fait, passant par Hawaï. Donc c'est une très grande région. Moi, je suis responsable de cette zone. J'ai 2 personnes qui travaillent avec moi, une personne qui est à Los Angeles et une autre qui est à San Francisco. D'accord. Et du coup, ces bougies, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, que ça marche du feu de Dieu? La clientèle américaine a vraiment aimé, quoi, vraiment aimé ces produits. Pourquoi? Parce que c'est une marque luxueuse. Ce sont des bougies qui coûtent quand même 65 $, mais c'est une marque qui est assez simple. Et tout se voit dans les produits. Donc c'est-à-dire que la qualité est vraiment dans le produit, c'est pas dans le packaging. On a un packaging de qualité, mais c'est une marque où il n'y a pas d'or, de diamant ou d'argent. C'est une marque très, très humble en elle-même, mais qui est aussi très luxueuse. Voilà, donc je pense que les Américains ont beaucoup aimé cela. Et en fait, ça s'est développé pas seulement dans les bougies, mais on fait aussi des parfums. La marque existe depuis 1961. On fait des bougies depuis 63 et des parfums depuis 68.
Donc un objectif récent de la marque, ça a été de développer la pénétration des parfums sur le marché. Et on y est arrivé justement grâce à Nordstrom en se lançant dans la parfumerie de ce grand magasin au lieu d'être lancé dans un espace maison où tu vends des bougies, quoi. Oui. Voilà. Est-ce qu'au regard de toutes tes expériences diverses, est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a le plus servi dans ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que c'est plus le retail? Est-ce que c'est plus, j'en sais rien, des expériences beaucoup plus opérationnelles comme les panini ou, Non, ce qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, ça a été de bosser à la Samaritaine. Donc à 23 ans, en fait, j'ai été en charge d'une équipe de 90 personnes. Et ça m'a mis une grosse claque. Parce que je suis arrivé dans un magasin où j'avais... Vous êtes trop jeune pour pouvoir appeler la Samaritaine, mais la Samaritaine, en fait, ça avait été racheté par LVMH. Ouais. Et LVMH essayait de vraiment changer l'image du magasin, etc. Et bon, tu avais des équipes un peu mixées, quoi. Tu avais des personnes qui avaient la cinquantaine, soixantaine, et puis les très jeunes. Donc je me rappellerai toujours mon premier jour, quand j'ai été introduit à toute mon équipe. 90 personnes. 90 personnes. J'avais 23 ans, j'avais jamais rien managé. Ouais. Et en fait, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas nous apprendre, jeune homme? C'était vraiment ça. Et ça m'a vraiment, et je crois que là, ça m'a vraiment fait comprendre qu'il faut écouter les équipes, il faut écouter les gens avant de... c'est important. Quand on manage des personnes, il faut être proche de ces personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, en management, justement, on fait des écoles de management. Ce qu'on voit aujourd'hui en management dans les boîtes, c'est que tu as un détachement du management par rapport aux équipes. Et ça, je trouve ça un peu inquiétant et embêtant. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de vivre à San Diego? Est-ce que tu peux nous résumer rapidement les points positifs, les points un peu plus négatifs? Point négatif, on va commencer par les points négatifs, c'est qu'on est très loin de l'Europe. Bon, on s'y fait, hein. Tu t'y fais pas rapidement, mais tu t'y fais. Tu vois aussi, c'est une ville incroyable. Moi, j'adore la ville où j'habite. C'est une ville où tu as des plages partout, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages, où il y a un rythme de vie assez calme comparé à Los Angeles, par exemple. Ouais. Mais c'est une ville qui est un peu oubliée aux États-Unis. Donc San Diego, c'est un peu... Il y a plein de gens, par exemple, qui sont à Los Angeles qui ne sont jamais venus à San Diego. Okay. C'est une ville qui est assez militaire et qui est assez drivée par l'éducation. Donc il y a des grosses universités et des gros hôpitaux. Mais il n'y a pas de très très grosses boîtes à San Diego, voilà. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Musculação, respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá.